L'analyse du paysage n'est pas que l'affaire des sciences naturelles. D'autres grilles de lecture sont à prendre en compte, comme des approches plus sensibles, plus esthétiques, historiques. L'intégration de ces différentes disciplines nous permet d'appréhender la complexité des systèmes écologiques et paysagers et de les protéger du coup de manière plus adéquate. C'est ce que nous explique Marc Ligné, membre du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, section nature du pôle ruralité. Et Marc insiste aussi sur l'importance du choix des échelles spatiales et temporelles à partir desquelles on aborde ces relations entre paysage et biodiversité. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, précisément, un des défis sera l'échelle temporelle. Alors, je nous propose de commencer par rencontrer Jean Massard. Je crois que vous connaissez tous Jean Massard. Jean Massard avait des qualités extraordinaires et notamment d'associer émotion, précisément, esthétisme et la rigueur d'un naturaliste. En 1812, je vous propose le texte. Il était également un négociateur efficace et il suscita la création de la section des sites qui, dès 1912, fut adjointe à la Commission royale des monuments de Belgique. Ceci permit de premières mesures de protection via le classement comme site, mais également site à caractère exceptionnel. Et je crois que les naturalistes, je crois qu'ils sont, nous en sommes tous dans l'auditoire, eh bien, reconnaissent des sites du plus haut intérêt biologique. Vous voyez également l'importance de la minéralité dans les premiers sites qui ont été classés. En fait, Jean Massard se battait également contre les carriers qui altéraient notre paysage et faisaient perdre des éléments esthétiques essentiels. Si l'on veut résumer la démarche, nous pouvons dire que l'on a patrimonialisé des sites et des paysages remarquables. Grâce au Conseil de l'Europe, il y eut 1970, première année européenne de la conservation de la nature, et les États membres étaient invités à se doter de législation en matière de conservation de la nature. C'est la raison pour laquelle ce que nous appelons la LCN, la loi sur la conservation de la nature, de la Belgique à l'époque, du 12 juillet 1973, formula des propositions en matière d'outils pour constituer des aires protégées et également des listes nationales d'aires protégées. En fait, je ne vais pas développer ici, étant donné que je crois que certains intervenants reviendront sur ces outils par la suite. De toute manière, on peut en discuter en fin de journée. Mais regardez, exactement comme pour le patrimoine monumental et paysager, nous étions dans des formes de patrimonialisation de la nature considérée comme extraordinaire. Toute petite parenthèse, personnellement, je n'opposerai jamais nature extraordinaire à nature ordinaire, étant donné que le défi est d'entretenir la capacité de regarder, de découvrir, d'admirer la fascination. C'est pour ça que je pense que l'expression « nature du quotidien » est plus souhaitable que « nature ordinaire ». On a utilisé à plusieurs reprises dans l'exposé précédent le terme « harmonie ». Et précisément, mélange d'harmonie, de nostalgie, l'agriculture a façonné une bonne partie de nos paysages et fut durant longtemps diversificatrice de ces paysages. Ce qui contraste extraordinairement avec cette agriculture pétrolière, cette agriculture mécanisée, économiquement et chimiquement agressive, qui conduisit très rapidement à une altération profonde de la diversité biologique et paysagère de l'Europe occidentale. Parallèlement, l'artificialisation se marquait également avec le développement de voies de communication à grand gabarit, fractionnant de plus en plus le territoire. Et c'est là, face à cette impasse en matière de, on ne parlait pas encore vraiment de biodiversité, mais nous allons déjà le faire, de biodiversité, que certains chercheurs disent on pourrait peut-être essayer de penser autrement. Alors j'insiste, quand on essaye de penser autrement, on ne détruit pas nécessairement la manière dont on a pensé avant. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de certains concepts liés à l'écologie du paysage, mais n'oublions jamais les apports de ce que j'appellerais l'écologie classique dans la réflexion. Alors, la définition est un peu effrayante, mais rassurez-vous, nous allons la rendre accessible, perceptible. La notion de système écologique est un élément clé.
C'est une portion de territoire caractérisée par une combinaison propre de la géologie, du relief, de la nature et de la forme des matériaux géologiques, des surfaces et des plans d'eau. Chaque combinaison induit une distribution ordonnée des séries de sols et des chronoséquences végétales. Dans une première approche, voyant un bassin versant, et c'est tout à fait correct, vous pourriez dire ça fait penser, par exemple, à bassin versant et gestion, par exemple, au niveau des contrats de rivière. Alors, je pense toujours qu'une organisation telle celle-ci, c'est une rencontre, c'est une communion, et j'ai vraiment envie de partager avec vous cette photographie. Ce n'est pas la plus jolie, en fait, c'était le tout début de la photographie digitale. On enseigne des matières, et puis un jour, on se dit « Ah, là, j'ai vraiment compris, j'ai ressenti ». Vous sentez la différence entre présenter des choses et les avoir ressenties. Eh bien, regardez, nous sommes en Écosse, mais peu importe, et nous nous trouvons face à une vallée, voilà la souris, face à une vallée, eh bien, dans laquelle, avec nos professeurs d'écologie, eh bien, nous aurions fait un sondage, voir où est le glais, le pseudo-glais, réalisé un transect, fait des inventaires phytosociologiques, etc. Et puis nous aurions répété les choses sur le profil en long. Tout cela est nécessaire. Mais regardez, avons-nous bien compris? Vous voyez les monts Cairngorm, vous pouvez avoir une accumulation de neige très très forte, un hiver donné, suivi d'un printemps qui est un printemps très précoce, très chaud, très rapidement. Et qu'allez-vous avoir? C'est le sens littéral, vous allez avoir une véritable débâcle devant vous. Ça signifie que tous les ligneux vont être arrachés, vous allez avoir des nouveaux chenaux qui vont être créés, des zones humides, etc. Et je ne vous cache pas, c'est là que je suis parfois inquiet, parce que ça c'est la vraie nature. La vraie nature, les choses changent de place. Quand nous gérons la nature dans notre pays, en fait, nous décidons généralement d'un niveau d'évolution auquel nous stabilisons les milieux. Je pense que c'est important de le dire. Et puis regardez si pendant 10, 15, 20 ans, on a des quantités moyennes de neige, des printemps relativement normaux, eh bien petit à petit devant nous, nous allons voir la strate arborée qui va se développer de plus en plus, nous allons voir les petites mares qui vont être envahies par la végétation, etc. Et on va repartir dans une série progressive de type succession. Et précisément, c'est ce sur quoi insiste l'écologie du paysage. C'est l'importance accordée aux perturbations. Je prends un exemple, ça peut être le feu, ça peut être les tempêtes, mais également le fait que chaque écosystème, après une phase de reprise, suivant la perturbation, atteint une biodiversité maximale et ensuite la biodiversité qui est caractéristique de l'écosystème en question. J'insiste là-dessus parce que vu que nous sommes dans une société où tout est quantifié, eh bien, il ne faut absolument pas s'inquiéter de ce type de courbe. Et par exemple, dans une réserve naturelle, ce ne serait pas du tout le reflet d'une mauvaise gestion, mais au contraire le fait que l'on tend vers l'équilibre caractéristique. Alors, il se fait que ce week-end, j'étais avec un naturaliste que certains d'entre vous connaissent, M. de Villers. On a parlé oiseaux, on a parlé milieux. Et je lui ai dit, ben voilà, le ferry Frochot, c'est génial, c'est impossible à projeter, mais je vais le faire quand même. Alors regardez, je vais dire, on peut s'intéresser à l'oiseau. Vous êtes face à la succession caractéristique d'une chaînée pédonculée, en Bourgogne, mais peu importe. Vous identifiez 7 stades dans l'évolution de la forêt. Vous intéressez à une espèce d'oiseau, vous repérez le stade qui est caractéristique. Vous intéressez à l'évolution de la forêt, vous voyez à tel et tel stade quelles sont les espèces qui correspondent. Ça, c'est ce que nous faisions. Mais en fait, l'important est de réfléchir à l'échelle du territoire. Ça signifie que, bien entendu, nous devons nous inquiéter de l'évolution des surfaces, nous devons nous inquiéter de la fragmentation, mais regardez, ce qu'il faut à tout prix, c'est d'avoir une diversité des stades qui est également répartie au niveau de l'ensemble du territoire. Et pour ce faire, il existe une méthode relativement simple. Vous identifiez un patron paysager en associant une matrice à une mosaïque. Alors, la matrice, nous prendrons quelques exemples. Ça peut être une matrice agricole, ça peut être une matrice forestière, par exemple. Vous avez des tâches et vous avez un réseau
qui est structurée sur base de l'ensemble des corridors. Cette approche, elle met l'accent sur la taille des tâches, les distances entre les tâches, les liens avec les corridors, et nous n'aurons peut-être pas le temps de le développer, mais enfin on peut en reparler en fin de journée, également sur la morphologie des tâches qui conditionne les rapports entre la surface et la périphérie, qui peut notamment conditionner la fragilité face à un écosystème agressif. Mais avant de poursuivre, je dois faire une petite allusion à la Convention européenne du paysage, car il est clair que nous allons travailler en interrelation. Et en fait, j'en ai parlé avec Marie-Françoise Godard, je vais faire une brève allusion aux atlas de paysage, c'est-à-dire que quand un État s'engage à rédiger une politique de paysage, vous le voyez à l'article 6, un des premiers points est d'identifier les paysages sur l'ensemble du territoire. Ce fut fait d'une manière très rapide en région wallonne, et Marie-Françoise vous présentera la philosophie des travaux de la CPDT, mais personnellement, je tiens surtout à insister sur le fait que, vu qu'un grand nombre de nos aires protégées sont les héritières de pratiques agro-pastorales, agro-silvopastorales, eh bien, on ne peut pas se contenter d'un référentiel strictement naturaliste, mais qu'il est important de resituer les systèmes, les réseaux écologiques dans le cadre de la démarche paysagère. Ceci est d'autant plus vrai que chacun doit faire son métier correctement, personne ne sait faire les métiers des autres, et par exemple, la CPDT dispose de personnes très compétentes pour analyser, prévoir les différentes pressions à l'échelle du territoire, ce qui est également un élément important de la réflexion. Si la petite carte en bas vous tracasse, nous pourrons en rediscuter par la suite. Un exemple d'application tout à fait simple, nous nous situons en Haute-Ardenne, vous avez une matrice qui est une matrice forestière, eh bien vous allez vous intéresser à des mares, des étangs, voire de très grands étangs, et vous allez vous intéresser également aux modalités de leur liaison, par exemple un ruisseau en milieu ouvert ou au contraire en milieu forestier fermé. Vous intéressez aux herbages, par exemple les gagnages en forêt, vous allez faire des raisonnements comparables et en prenant par exemple les chemins forestiers comme élément de liaison, avec un débat qui n'est pas anodin, par exemple, quel est le sens de faucher une bande d'1 mètre le long des chemins forestiers. Je vais plutôt développer un cas, par exemple dans le parc naturel Burdinal-Meuigne, nous sommes à la limite de l'ASB et nous avons une matrice, par exemple, du sous-labour, des champs. Nous nous intéressons aux lignes champêtres, nous analysons la dispersion des bosquets et regardez là, chaque bosquet présente une spécificité pour une même forme. Si vous avez un bosquet de petite taille, eh bien, vous aurez fondamentalement des espèces héliophiles. Si vous avez un bosquet de taille moyenne, vous aurez une lisière d'espèces héliophiles et puis un semi-noyau avec des espèces héliophiles tolérantes, cyaphile tolérantes. Si par contre votre tâche présente une taille suffisante, eh bien là vous pourrez avoir quelque chose qui ressemble à une forêt, étant donné que vous aurez un noyau vrai avec la succession caractéristique se terminant par des espèces cyaphiles. Dans ce cadre-là, ce sont par exemple les chemins creux qui constituent les éléments de liaison. Mais finalement, voyant tout cela, on peut se dire que le concept de réseau écologique ne pouvait pas ne pas apparaître. Et je crois que vous connaissez bien les notions de zone centrale, de liaison, zone de développement, et en haut à droite, la grande structure, la structure, je dirais, simple, la première approche de la biodiversité. Si nous analysons ce qui a été fait par la LCN et la Commission royale, eh bien, on peut se dire qu'on a essentiellement travaillé au niveau des zones centrales, donc une fonction de conservation de la nature prioritaire. Cela ne suffit pas, on vient de le dire. Alors, j'ai pris un exemple, on peut les multiplier, mais il est clair qu'il y a des espèces qui nous touchent plus que d'autres. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de naturalistes passionnés par les oiseaux, les papillons, etc. Et l'exemple du cuivré de la bistorte m'a semblé intéressant pour faire le lien entre écosystème, système écologique et paysage. Alors, ce n'est pas le plus simple, ce papillon. Bien entendu, il est lié à la bistorte,
L'ouïe peut butiner d'autres plantes. La bistorte est liée à des prairies humides avec un niveau de fertilité relativement bas. Le papillon a besoin d'éléments ligneux, des ligneux relativement hauts pour la nuit, des ligneux bas, par exemple, pour prendre le bain de soleil en attendant la femelle. En réalité, les zones agricoles en Ardennes ont évolué de deux manières bien différentes. On a d'une part une intensification, et là, vous en doutez, drainage, vous oubliez le maillage écologique, vous oubliez la bistorte. D'un autre côté, des prises agricoles, la mégaphorbier s'installe, Philippendula ulmaria, etc. Vous oubliez la bistorte. De telle sorte que si vous voulez sauver le papillon, mais pas uniquement le papillon, hein, il est emblématique, que devez-vous faire? Vous devez mettre en place des pratiques, pas nécessairement revenir à la pratique ancienne, mais ça c'est intéressant, l'abissage, étant donné que vous avez chaque fois des savoir-faire locaux derrière l'intérêt biologique et écologique, mais par exemple, vous allez faire des fauches tardives, un pâturage extensif, etc. Mais en fait, ça ne suffit pas, parce que comme vous le voyez sur la gauche, qu'avez-vous? Très souvent en Ardennes, on a réalisé des plantations d'épicéas dans les fonds de vallée. Ça signifie que si vous voulez reconstituer un réseau écologique local, eh bien vous devez à tout prix supprimer ces épicéas. Alors je ne sais pas, voilà, j'y arrive avec la souris. Notre papillon peut au maximum parcourir 1 km entre deux zones à bistorte. Cela signifie que si vous avez par exemple ici 1,5 km, eh bien ce milieu-ci est le milieu clé. Car si par malheur, par exemple suite à un drainage ou l'une ou l'autre action que j'ai évoquée, ce milieu est supprimé, eh bien vous avez la population qui est située ici qui sera tout à fait compromise. Voyant cela, eh bien on peut se dire que cette fois-ci, on a travaillé aux 3 niveaux du réseau écologique. On a travaillé sur la zone centrale, sur la zone de liaison et sur la zone de développement. Et précisément, travailler sur la zone de développement, c'est travailler avec les acteurs locaux, typiquement des agriculteurs à l'échelle familiale, et nous contribuons ainsi au maintien d'une agriculture en équilibre avec le terroir. Lecture sous l'angle de la Convention européenne du paysage. Je crois que ça, c'est assez simple. Nous avons rencontré 4 des éléments figurant sur la grille. 1995 est une année très très importante. 1995 est l'année de la c'est la deuxième année européenne de la conservation de la nature. Et pour aller vite, c'est un petit peu notre slogan, la nature sort de sa réserve. C'est l'année, par exemple, en région wallonne, des projets combles et clochers, gestion écologique des bords de route, etc. Vous sentez, c'est dans le quotidien, c'est sur le terrain du quotidien. 1995, c'est également, on retrouve le Conseil de l'Europe et Maglone, c'est la stratégie pan-européenne de la diversité biologique et paysagère. C'est quelque part aussi une grande reconnaissance du concept de réseau écologique, étant donné qu'il va jeter les bases de ce qui deviendra le réseau Natura 2000 ultérieurement. Mais insistons aussi sur le fait que cette stratégie associe biodiversité et paysage. Finalement, ce concept de réseau écologique a connu un grand succès et le connaît encore, à la fois parce qu'il permet aux scientifiques de travailler, il permet de communiquer, il permet de cartographier, il permet de faire un lien avec l'aménagement et la gestion du territoire. Mais si nous devions retenir deux grandes caractéristiques, c'est la diversité des thématiques qu'il permet d'aborder et c'est le caractère multiscalaire des approches. Faisant un petit peu un grand écart, je prends un exemple du monothématique, les zones humides à l'échelle mondiale. Vous avez la convention de Ramsar, je vous ai indiqué quelques sites belges, wallons, appartenant à cette convention, relevant de cette convention, pardon. Le concept est devenu un outil. Je pense que ces acronymes, vous les maîtrisez et vous les utilisez dans votre vie quotidienne. Et personnellement, je voudrais insister sur l'importance de la cartographie du réseau écologique à l'échelle communale. L'échelle communale est la plus proche du citoyen et c'est notamment une manière d'impliquer les citoyens dans la gestion des différents éléments du maillage écologique.
Quand Natura 2000, je ne suis pas un homme de chiffres, mais je crois que c'est de l'ordre de 200 000 hectares, 12-13% du territoire wallon, quand Natura 2000 occupe une partie aussi importante du territoire, et que l'on dit, je pense très justement, que tout citoyen a un droit au paysage, mais également une obligation, un devoir de paysage, eh bien, j'insiste sur le fait que les programmes, tels les programmes LIFE, sont des programmes très importants qui nous permettent de relier biodiversité et patrimoine monumental dans le cadre d'une véritable restauration écologique et paysagère, remettant en évidence le patrimoine monumental et permettant notamment de faire revenir de la lumière sur des escarpements rocheux qui constituent le glacis, par exemple, fort important pour les reptiles. D'autres sites ont bénéficié de grands aménagements, par exemple une restauration ici à Botassar, vous connaissez le tombeau du géant, où des résineux ont été enlevés dans le fond de vallée pour redonner une lisibilité au site et recréer des zones ouvertes d'intérêt biologique. Des aménagements permettant de rencontrer le site viennent d'être réalisés. Voici la grille d'analyse. Vous avez quoi ? Voici la grille d'analyse. Il nous manquait encore un élément. Et cet élément, c'est que faire pour le futur et comment. Personnellement, je pense qu'il faut donner une place importante au SGIB, car au nord du sillon Sambre-Mozan, la structure écologique principale reposant sur les bases classiques est très faible et les SGIB devraient pouvoir nous aider. J'insiste également sur le rôle des parcs naturels, car les parcs naturels se dotent pour l'instant d'une charte paysagère, et dans ce contexte-là, vous avez le point 6b, la qualification des paysages, qui est très importante pour faire le lien avec le réseau écologique local. Je me dirige vers la fin, et c'est quoi? C'est dire faisons attention. Faisons attention notamment au niveau des zones de liaison. Vous savez combien est intéressant le projet de gestion écologique des bords de route, qui fut une des premières formes de gestion différenciée, et notamment l'intérêt d'un avant-plan, je dirais valorisant, très fleuri, c'est un peu méchant, mais qui permet dans une certaine mesure de masquer la stérilité du milieu agricole. Vous avez également conscience de la mortalité, souvent amplifiée par des aménagements style des bermes centrales en béton, etc., qui sont absolument catastrophiques pour la faune. Le tout étant renforcé lorsque vous avez un parallélisme entre ces voies de communication. Je vais peut-être être un peu dur pour la fin de l'exposé, mais nous sommes parvenus à perturber la planète de telle sorte que nous sommes dans une phase de dérèglement climatique comme nous ne l'avons jamais connue. Nous sommes parvenus en même temps à créer un fractionnement des milieux et à multiplier les barrières sur l'ensemble du territoire. Or, plus que jamais, et j'insiste sur cet aspect, il faudra des corridors climatiques non seulement dans une logique nord-sud, mais également est-ouest, étant donné que si le climat se réchauffe très fort, les espèces continentales devront revenir dans un contexte plus océanique qui va rester plus tempéré en été. Les moyens techniques, nous les connaissons, du batracien à l'écopont, et regardez les extraordinaires tranchées couvertes qui devraient participer à ce réseau écologique européen. Je prends un beau cas pas tellement loin de chez nous, la 16 entre Amiens et Boulogne-sur-Mer, une tranchée de 800 mètres de long qui a été enfouie, la forêt a été reconstituée, 7 hectares de forêt, de telle sorte que vous avez une bande de 800 mètres sans rupture écologique. Pour moi, la conclusion est simple. Demain sera ce que nous voudrons avec une suffisante volonté. Je vous remercie. Merci Marc Ligné.